Le fil psychique qui tenait tout leur arrière-monde, c'est-à-dire on peut faire n'importe quelle connerie, l'homme le moins dangereux, c'est l'otanien. C'est pourquoi ? Parce que l'otanien, généralement, il est américain et il est un soldat. Donc il sait qu'une balle, c'est 360 mètres secondes. Et qu'il ne va pas courir plus vite et que personne ne court plus vite. L'eurocrate, il croit arrêter les balles avec les mains. C'est en Europe qu'est née cette maladie moderne, mais alors moderne au sens le plus restreint du terme, de civils qui n'ont aucune culture des armes et qui ne fantasment que de la guerre. Il n'y a pas d'armes magiques, il n'y en a jamais eu. Tu vois, c'est un truc qui a été inventé par l'Allemagne nazie pour que le front allemand ne se démobilise pas sous les coups des soviétiques. C'est-à-dire qu'on fait croire qu'une arme magique ou une technique magique va empêcher l'armée russe de gagner. Là où les armes ont parlé, il fallait faire taire les armes par la diplomatie. On a refusé de le faire. Tu sais ce que sont les Européens ? Ce sont des germains du barbarum qui n'ont jamais été des Romains, qui ne le seront jamais, et quand Rome s'effondre, ils disent non, c'est pas vrai. C'est moi Rome. Non. Toi, tu faisais même pas le café. Soit la Banque centrale du côté des populations, soit elle est du côté du pognon. Aujourd'hui, elle est du côté du pognon. Tu vas faire du traitement social du chômage, et ce traitement social du chômage, tu vas le payer comment ? À crédit. Oui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et même la miette, ils nous la donnent pas. Mais non, mais ils vous la donneront pas. Rappelle-toi Jacques Attali, très sympathique, vendeur de prêt-à-porter, qui avait dit « Les résignés réclamants demandent les miettes d'une richesse qui ne leur appartient pas. » C'est malheureusement bien dit. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet entretien avec Pierre-Yves Rougeron que j'ai le plaisir de recevoir au micro de Nexus. Alors vous le connaissez, il est essayiste, chroniqueur, éditeur et analyste percutant et intransigeant de la vie politique française et de l'actualité géopolitique. Il est évidemment le fondateur du cercle de réflexion, le cercle Aristote. Mais avant de débuter l'interview, je voulais vous rappeler que Nexus n'existe que grâce à ses lecteurs, grâce à vous. C'est le dernier média indépendant et sans publicité disponible en kiosque et aussi sur nexus.fr. N'hésitez pas à nous soutenir si vous voulez qu'on continue de diffuser une information libre et indépendante. Et bien évidemment, la grande soirée de conférence le 19 décembre prochain au Théâtre de la Tour Eiffel. Dépêchez-vous, il reste quelques places avec des intervenants que vous ne regretterez pas de découvrir ce soir-là. Le lien est dans la description. Et tout de suite, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Yves Rougeron. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'au micro de Nexus, aussi loin pour ce long périple. Tu nous fais le plaisir d'être présent. On va parler d'actualité française, d'actualité internationale, évidemment. Avant cela, pour pas oublier, il y a une actualité de ton côté, le salon littéraire indépendant que tu organises le 13 décembre prochain. Le 13 décembre, oui. Tu peux nous dire un peu plus ? Alors le 13 décembre, je réunis des éditeurs et des auteurs, donc il y aura un peu plus entre 30 et 40 auteurs, donc de ma maison d'édition, mais également de Max Milo, des gens comme Philippe Pascot, des éditions du Toucan l'Artilleur, de quelques petites maisons courageuses que j'entendais soutenir. Et vous aurez des auteurs comme Christian Combaz, comme les auteurs du Cercle Aristote. Vous avez disons également des francs-tireurs, des indépendants qui sont là sur leur bouquin. Et donc c'est au 10 rue Croix des Petits Champs. Donc pour ceux qui voient ou qui ne voient pas, c'est les métros Opéra et Louvre. Et 10 rue Croix des Petits Champs, c'est de midi à 20h, et donc dans une ambiance amicale autour de la liberté de penser. Ça, c'est une valeur importante. Alors juste sur les infos pratiques, est-ce que c'est entrée libre ? Tout le monde peut venir ? Alors tout le monde peut venir, il y a une légère participation de Onsal qui est de 5 €. Et si vous voulez, comme les livres sont soldés à l'intérieur, vous les retrouverez de toute façon. Mais voilà, donc les auteurs seront, alors la plupart des auteurs seront là la totalité de la journée. Vous aurez des gens comme Laurent Ozon également ou d'autres. Certains auteurs seront là qu'une partie de la journée parce que on a eu beaucoup de monde les fois précédentes et donc si vous voulez, on a un peu fait tourner les tables, quoi. Je comprends parce qu'il y a très peu d'événements indépendants comme cela, donc notez bien dans vos agendas le 13 décembre prochain à Paris. Évidemment, on essaiera d'être là pour aussi diffuser ce qui se fait sur le terrain, parce que c'est bien de faire des vidéos, c'est bien de faire de l'information, c'est aussi bien de se réunir, de se retrouver, d'autant qu'en plus toi tu fais ça depuis longtemps, donc éditeur indépendant, donc perspective libre.
la maison d'édition. Si vous voulez, ceux qui veulent voir notre catalogue sur cerclearistote.fr à la rubrique librairie, oui, ça fait... si vous voulez, le cercle date de 2008, la revue, parce que c'est d'abord Perspective Libre, c'est une revue, date de 2010, et les premiers livres sortent en 2011-2012. Donc toi, depuis 2008, sur quel constat à ce moment-là, parce qu'on est dans une autre ambiance politique française, hein, on voit qu'en 17 ans, on a quand même drastiquement changé d'ambiance politique sur nos libertés. Qu'est-ce qui te fait fonder en 2008 le Cercle Aristote ? Alors, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Moi, si tu veux, je suis politisé depuis... et auto-politisé. Hein, je veux dire, je n'ai eu aucune pression familiale d'aucune sorte, d'ailleurs aucune socialisation politique d'aucune sorte. Mon père travaillait 15 à 17 heures par jour, donc il n'avait pas tout à fait le temps de s'occuper de ça. Et maman vient du gaullisme paysan... des paysans pauvres de la Manche des années 50. Donc, si tu veux, on n'est pas du tout... la seule tête politique de ma famille, c'était mon grand-père qui était un grand résistant de la côte et de la zone de Domfront. Il est mort avant ma naissance. Donc, si tu veux, moi, je suis tombé dans le bain tout seul comme un grand, sans aucune aide extérieure. Et en réalité, j'ai déjà des campagnes politiques derrière moi, vu que ma première grande campagne politique, c'est 2005. Moi, je suis un souverainiste granitique, moi je suis né comme ça, et c'est pour ça que d'ailleurs ce que je dis aux militants... T'avais œuvré pour le nom, évidemment. Si tu veux, moi je commence, j'ai 17 ans, donc là j'ai 39 ans, donc ça fait 22 ans que je suis politisé actif. Et en réalité... je voyais dans ma génération, donc moi je suis né en 86, je voyais un retour de l'envie de France dans toute une partie de ma génération, vu que je viens d'une région plus ou moins désœuvrée du Perche-Ornay. Voilà. Et je me dis, le problème, c'est que la culture nationale, ils ne l'auront pas. Ils aimeront leur pays avec les tripes, et ça c'est déjà très bien, c'est la base, et sans ça on n'avance pas. Mais ils n'ont pas les médians parce qu'on a tout fait pour ne pas le leur donner. Bon, donc, et là, pour le coup, on ne peut pas dire que ça n'est pas réussi. La liquidation de la transmission du savoir français, elle a été actée. Donc, et donc, je me suis dit, il n'y a qu'un seul moyen de le faire. Alors, évidemment, 2005, c'est l'émergence non pas des médias alternatifs qui arrivent plus tard, mais des réseaux sociaux. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, tu avais de l'information citoyenne venant du bas, dans une ambiance que mon vieux maître Alexandre Dorna, donc un des pères des théories du populisme en France, appelait de déglaciation émotionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment, le peuple français, et c'est arrivé en 2005, a regardé sa classe dominante, parce qu'il n'y a absolument pas d'élite parmi ces gens, et leur a dit « Au fait, t'es qui, toi ? Surtout, qu'est-ce que tu fous là, au fait ?» C'est la vieille question française de qui t'a fait duc, qui t'a fait roi. Et l'élite, la classe dominante française, comme toute classe dominante qui arrive vers son précipice, pense que, un peu comme les rillettes, je le vaux bien. Tu vois, moi, je domine, mais par nature. Si tu veux, l'aristocratie dégénérée des années 1785 pense à peu près la même chose, hein, avant que les coupes de cheveux deviennent obligatoires. Et malheureusement, ils étaient déjà dans ce trip-là, et ils étaient, pardonne-moi, un peu plus épais que ce qu'on a là. Ça, c'est vrai, c'est terriblement si tu veux, moi j'ai vu mes ennemis, et qui sont à mes yeux les ennemis de tout ce en quoi je crois, devenir des lavettes. C'est-à-dire que avant, la France avait des mecs épais en face d'elle, et qui... Ça avait une culture aussi. Et qui lui voulaient du mal, et qui étaient des gens foncièrement, pour certains d'entre eux, foncièrement mauvais. J'ai plus de 20 ans de boulot pour pouvoir le démontrer. Mais ensuite, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, j'ai vu partir les grands seigneurs, parce que ces mecs-là étaient équilibrés de l'autre côté par les derniers grands seigneurs. C'est-à-dire que des mecs qui avaient fait le gaullisme, la résistance, qui étaient des mecs très épais. Tu vois, les Pasqua, les Mesmer, à une génération un tout petit peu plus récente, les Séguin, c'est des mecs très épais. Or, de l'autre côté,
vous aviez les mêmes, mis à part qu'ils étaient post-français. Et ensuite, une fois que les grands seigneurs des deux côtés sont partis, en tout cas, le camp anti-français a connu une évolution très simple. D'abord, et ça c'est la rupture qui arrive avec Nicolas Sarkozy, l'arrivée des petits mecs, avec le fameux style Sarko, que reprendra Valls, que reprendra Darmanin, que M. Wauquiez aimerait reprendre mais qu'il n'y arrive pas, que M. Retailleau essaie de reprendre, le côté petit mec nerveux, méchant, arrogant, et ensuite les dingues, qui arrivent 10 ans plus tard, les dingues. Tu vois, juste les dingues. C'est-à-dire alors tu as deux types de dingues. Tu as profondément le mec qui est atteint, mais atteint psychiquement, psychiatriquement. Et tu as le doudingue, mais qui sait l'utiliser médiatiquement par média training. Le cas typique. Genre Macron. Macron, il y a une vraie malignité au fond. Non, Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, elle est pas neuneu, contrairement à ce que tout le monde pense. Elle a, je pense, des légers tocs quand elle écrit son premier livre, qui est un roman où une professeure d'université en économie, ce qui est son cas à Lille, a une relation avec le vice-doyen de sa fac et finit par le tuer avec un économe à légumes. Oula. Tu reverras, c'est sur France 3, Lille, où elle le présente en épluchant, je crois, une pomme de terre, mais elle a des yeux quand elle épluche, parce qu'en réalité, pour se débarrasser du cadavre, elle utilise un économe à légumes. Faut avoir envie de la difficulté. C'est une catharsis pour elle. C'est une catharsis, tu vois. Et là, on se dit, il y a tous les boulons, mais il y a du jeu quand même. Mais elle va apprendre à en jouer. Alors que, par exemple, prends Macron, prends son vieillissement accéléré, prends la cruauté dont il est capable. Là, tu as... si tu veux, Dany Robert Dufour avait... immense philosophe et immense psychanalyste, avait écrit sur lui, je crois que c'était en Code Jupiter, le portrait psychique de cet homme. Là, ils se sont tournés, parce que les populations, ils sont tombés sur quelque chose qui est leur hantise depuis 40 ans, qui est ce qu'on appelle l'ingouvernementabilité des démocraties, le fameux rapport Crozier-Huntington. Et ils se sont tournés comme toute élite, c'est déjà arrivé dans les années 30, c'est un grand classique. Comme toute élite, comme toute classe dominante, qui veut pas lâcher la bride alors qu'elle ne comprend plus le monde, qu'elle n'est plus capable et qu'elle n'a plus envie de faire sa fonction qui est avant tout une fonction de service. Le terme ministre, ça vient de ministériaux. Ministériaux, c'est serviteur. Et au lieu de servir, ils veulent se servir. Et comme ils voient qu'ils entrent dans une crise politique, ça c'est important, une crise politique c'est quelque chose de précis. C'est quand on ne peut plus vivre comme avant en bas et qu'on ne peut plus dominer comme avant en haut de manière concomitante. C'est Lénine qui dit ça et c'est tout à fait vrai. Et donc ils se sont tournés vers une brute, vers un mec un peu allumé, parce que les solutions d'avant, c'est-à-dire les petits mecs, les escrocs, les machins, c'est-à-dire la Chiracie vieillissante, le sarkozysme, le hollandisme. Là, on était arrivé le dragueur en scooter, le dernier degré. On s'est dit, et si on demandait une brute ? Mais là, c'est non seulement une brute, mais on a un nivellement intellectuel par le bas qui est terrible. On a même plus la transmission culturelle qu'on pouvait avoir même parmi les brutes d'avant qui dominaient la population. On a zéro et une brutalité qui s'accroît. Bien sûr. Est-ce que c'est voulu ou est-ce qu'ils n'ont plus personne sous la main ? C'est un effet de système. C'est un effet de système, c'est-à-dire que c'est un effet induit, si tu veux. Et moi, je crée le Cercle Aristote pour ça, pour pouvoir refaire passer cette culture sans intermédiaire journalistique. C'est-à-dire directement des maîtres aux disciples, dans une relation traditionnelle. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un effet induit. Le politique, le vrai politique, pas le crétinisme parlementaire, la politique aérie, la foire d'empoigne électorale. Ça, si tu veux, c'est un jeu de bonneteau pour ceux qui voient ce qui se passe à côté de la Tour Eiffel, c'est exactement la même chose. Bon. Le vrai politique façonne une anthropologie, c'est-à-dire que pour nous, le politique n'a pas la même définition partout ailleurs, mais pour nous, le politique, ça sert à créer une anthropologie capable d'équilibrer le service du collectif avec la liberté individuelle.
Ouais. Tu vois, et donc de créer des hommes qui sont à la fois suffisamment attachés au leur pour pouvoir défendre cette liberté et suffisamment libres pour pouvoir eux-mêmes l'exercer. Oui. Si tu veux, c'est une anthropologie particulière, la liberté. Nous, on est les fils d'Athènes. Athènes, ce qui différencie Athènes de toute l'Antiquité, c'est la liberté grecque. C'est très net. Or, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la liberté nationale, quand elle s'incarne politiquement à travers l'État, elle porte un nom, ça s'appelle la souveraineté. Bon. Or, quand la souveraineté disparaît, le pouvoir n'est plus une épreuve parce qu'il n'y a pas de pouvoir. C'est plus toi qui l'as. Oui. Donc tu peux voter, tu peux geindre, tu peux player, tu peux gueuler. C'est plus à ton étage que ça se passe. Et d'ailleurs, le président Lula sur le Mercosur l'a très bien rappelé à Macron, c'est pas toi qui signes. Ouais. C'est casque à pointe. Donc, et toi, t'obéis. Parce que le pouvoir use ceux qui ne l'ont pas. Comme le disait Francis Ford Coppola. Phrase très juste. Or, le problème, c'est que la souveraineté crée un type d'homme. Épais, rugueux, en même temps assez libéral, mais libéral au sens premier, c'est-à-dire qu'il donne des libéralités. Parce que, et moi je l'ai vu avec les grands seigneurs que j'ai eu l'honneur de connaître, ces mecs-là, ils étaient très libres, ils avaient même un côté très libertaire, parce qu'ils ne savaient plus rien à prouver. Tu penses à qui quand... Je pense à Pierre Messmer, je pense à Charles Pasqua, je pense à tous ces mecs-là. Si tu veux, ils avaient une épaisseur, ils avaient commandé des hommes. Pierre Messmer, il fait Birakem, hein. Il fait la cathédrale de sable. Hein. Bon, or, ils avaient commandé les hommes, ils savaient que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme disait Montaigne, et donc ils étaient très libres à peu près sur tout. C'était des mecs épais, rugueux de caractère, d'une intransigeance en termes de service de l'État qui était terrible. Hein. Pierre Messmer, on l'oublie, mais Pierre Messmer demande sa retraite du service de la nation à 90 ans. Il va mourir peu de temps après. C'est-à-dire qu'il part à 80 ans de la politique, et pendant 10 ans, il se met au service de la recherche et de l'Institut de France. Il va multiplier le capital financier de l'Institut de France pour la recherche, je crois, par 13. Tu vois, et à 90 ans, il dit là, je commence à être fatigué, je vais m'occuper de mes petits-enfants, et il mourra peu de temps plus tard. Donc, si tu veux, c'était cette anthropologie-là. L'absence de souveraineté crée une anthropologie aussi. Elle crée des mecs qui sont irresponsables, ils sont irresponsables par nature. Le pouvoir est plus à leur étage, qu'est-ce que tu veux leur reprocher ? C'est vrai. D'ailleurs, ils prennent des décisions. Si tu veux, les mecs, ils te parlent de la guerre d'Ukraine, ils peuvent pas arrêter les dealers rue Saint-Denis. Bon, excuse-moi. Est-ce que ça, c'est dans les plans ? Est-ce qu'ils veulent aussi ? Non, mais le problème, quand bien même ça le serait, je veux dire, quand bien même ça le serait, ils n'ont plus un État, ils ont une administration. C'est deux choses différentes. Ils n'ont plus les leviers et ils sont contents de plus les avoir. Parce que, résultat, ils n'ont plus le pouvoir. Le pouvoir, c'est une épreuve dans notre tradition politique. Ils ont la couronne. Donc, résultat, et ça, crois-moi, ça a une importance. Quand on ne les connaît pas, on dit « ouais, non, t'exagères ». Quand tu les croises, c'est ça qui compte. C'est de se faire appeler monsieur le ministre, de se faire ouvrir la porte. Important, ça. De se faire ouvrir la porte, d'avoir un chauffeur. Ils ont besoin des honneurs. Ils ont besoin des hochets, ce que Napoléon appelait les hochets. Et bien sûr, avec les hochets, tu as un peu d'argent, beaucoup d'accès au marché de la séduction, quel que soit ton gibier. Cas typique Hollande, que tard de rattrapage par excellence. Et si tu veux, tu leur dis, mais vous avez aucune dimension historique, etc. Tu vois, ce sont des... Mitterrand avait ce mot terrible sur Strauss-Kahn la première fois qu'il le rencontre, il dit, c'est un jouisseur. Et en réalité, ce sont des jouisseurs parce que le pouvoir est ailleurs. Et là, tu as une anthropologie. Et attention, ils savent faire quelque chose. Même une sociologie d'une nouvelle caste. Et ils savent faire quelque chose. Ils savent reconnaître au premier regard qui n'appartient pas. Oui. Ils savent se coaguler contre l'intrus. Mais c'est à peu près la seule chose dont ils sont capables. Tout le reste... Donc c'est des chiens de garde du pouvoir qui n'est pas là. Mais alors, où tu le situes, toi, d'après tes analyses du pouvoir ? On va être très simple. Ce qu'on appelle le pouvoir, c'est-à-dire
le fait de pouvoir prendre une décision et y contraindre autrui. Oui. D'accord ? Il est pris dans un espace qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance. Et la gouvernance, c'est pas le gouvernement. La gouvernance, c'est quelque chose de fluide et de gazeux, qui est une gigantesque convergence sociologique d'intérêts entre des gens qui ont un point commun, c'est-à-dire que pour eux, on ne gouverne pas les hommes, on administre des choses. C'est pas la même chose. Gouverner les hommes, c'est un art. C'est un art qu'on étudie dans les grandes traditions politiques depuis 25 siècles. Tu vois, nous, quand on a Démosthène, la Chine a Heifei. Tu vois, ça fait 25 siècles qu'on se demande comment faire vivre ensemble des hommes différents en essayant de tirer d'eux le meilleur de ce qu'ils sont capables de donner. D'où toutes les réflexions dès l'Égypte pharaonique et dès l'ancienne Chine sur le bon gouvernement. Or, là, tu as ce pouvoir privé hybride qui naît des firmes, donc management, gouvernance, tout ça, ça naît à partir des années. Baptiste Rapin en parlerait mieux que moi, il y a une œuvre remarquable là-dessus. Ça naît grosso modo juste avant la Seconde Guerre mondiale, et ça va se croître et embellir. C'est un type de pouvoir. Et ce type de pouvoir gazeux est un pouvoir sociologique. C'est une idée qui a été prise par une classe transnationale, et cette classe transnationale a créé des institutions qui, contrairement à la plupart je dirais peut-être pas à toutes, mais à la plupart des institutions créées par les hommes, sont des institutions parasitaires. C'est-à-dire qu'elles ne répondent à aucune volonté d'ordre. Même les institutions mauvaises répondent à un ordre. La mafia a son ordre. C'est vrai. Oui. Là, tu es dans des institutions dont le seul but et de dénaturer les instruments qui faisaient tenir les sociétés, dont le premier, c'est le droit. Ils ont bousillé toute notre tradition juridique pour en faire, mon ancien maître Jean-Louis Harwell le dit magnifiquement, le droit, ça servait à faire tenir les sociétés, aujourd'hui ça sert à les bousiller. Mais c'est très récent, c'est très très récent. Or, si tu veux, ce sont des gens qui ont décidé de mener un programme, disons, à masque idéologique, mais qui est profondément une prise de pouvoir sociologique. Une idée politique, ça ne sert que quand tu as une caste qui en fait un module évolutionniste de groupe. C'est-à-dire, je prends l'idée, je conquiers le pouvoir avec. Et là, on est de retour à, disons, des pouvoirs qui n'ont aucune idée de tout ce que nous avons créé sur la survie collective, le bien commun, etc., qui sont des choses quand même, on y réfléchit depuis 25 siècles, ce n'est pas rien. Et on a créé des choses magnifiques là-dessus. On a créé la Grèce antique, on a créé la Rome républicaine, on a créé les républiques médiévales, on a créé la Renaissance, on a créé les Lumières, on a créé des tas de trucs avec ça quand même. C'est ce qui a fait ce que nous sommes quand même. Or, là, tu as affaire à des gens qui sont totalement en dehors de cette histoire-là, qui ne veulent pas en entendre parler, qui sont la fin de l'épopée bourgeoise, et cette épopée se termine, qui a été une épopée pendant 2 siècles à peu près, et elle se termine par malheureusement la dégénérescence d'une caste, de toute une classe, et la dégénérescence a décidé de se défendre. Et elle a créé des institutions pour ce faire. Elle a décidé que la démocratie qui lui a servi à une époque n'était plus au goût du jour. Et donc, on va débrancher tout ce joli monde au nom du cercle de la raison, des sachants, de tout ce que tu veux. Enfin, c'est un discours que tu connais. Est-ce que c'est une dégénérescence ou une incompétence ou une stratégie d'une caste encore au-dessus qui utilise la médiocrité d'une caste... C'est vraiment un effet induit, parce que je vais dire une chose, s'ils étaient... Moi, si tu as les plus malins qui se poussent les plus petits, ça je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que tu as toujours des profiteurs de l'abandon. Mais je vais te donner un exemple tout simple. Si ils avaient aujourd'hui... Si on est d'accord que s'ils voulaient rester les parasites numéro 1, fallait qu'ils ne tuent pas leurs hôtes. On est d'accord ? Oui. On est d'accord. Bon. Or, l'hôte le plus gras en Occident, on est d'accord que c'est les États-Unis d'Amérique. Bon.
eh bien, tu as affaire à la même caste qui a vendu les usines à la Chine et qui aujourd'hui est en train de mouiller les couches, parce que maintenant, c'est la Chine qui a les brevets. Est-ce que c'est pas ce qu'ils veulent organiser, le transfert du pôle économique mondial de l'Occident à l'Orient avec la Chine à la tête? Je peux te dire une chose simple. Si c'était un projet, là, faut être dingue. Pour une raison, c'est que de croire, pour être en face de temps en temps des élites chinoises, elles sont remarquables. Là, tu vas te faire des vraies élites pour le coup. De croire qu'une classe comprador que les Chinois méprisent à un degré que tu n'imagines pas va leur donner des ordres comme dans Tintin au Tibet. Alors, je sais qu'une partie des Blancs n'est pas sortie du module colonial, mais là, par contre, je peux t'assurer, arriver dans le mur dans 3, 2, 1, parce que si tu veux, la multipolarité, ils n'ont pas pu la vouloir comme projet, parce que ça... Et je vais te donner, pour moi, la preuve ultime, c'est qu'ils essayent de maintenir le mondialisme malgré tout face à des peuples qui n'en veulent pas, face à des nouvelles puissances qui n'en veulent pas. Elles ne veulent pas du tout l'imperium mundi, prendre notre place, que la Chine règle les affaires du monde comme les Américains l'ont fait. Ils sont pas assez cons. L'Amérique, tu te rends compte que l'Amérique, au début de son grand impérium, donc à la fin de l'Union soviétique, l'Amérique devient pour une partie de son sol un pays du tiers-monde, au prix de l'impérialisme. Je vais te donner un exemple que toi, tu as suivi, Nexus. Vous avez été certainement l'un des seuls à en parler. L'oxycodone, 540 000 Américains morts. 540 000, c'est quoi? C'est 10 Vietnam. Le Vietnam, ça a tué 54 000 GI. Je veux dire, tu te rends compte, quand tu en es, à la fois à droguer ta propre population, jusqu'à la droguer à mort. Je rappelle que le 11 septembre, c'est 3 000 morts. Là, 500 000 Américains morts, et t'as personne en tôle. La seule chose dont on a hérité, c'est une très belle série Netflix avec Michael Keaton. 500 000 Américains morts, pas de toutes les classes sociales. Ça cible une certaine partie. Je suis d'accord avec la classe sociale américaine. Le problème, c'est que c'est la même classe sociale que tu vas envoyer au front pour maintenir les frontières de l'Empire. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite contradiction. On est bien d'accord. Eh bien, preuve est que malheureusement, on a plus affaire. Tu sais, on a plus affaire à des gens qui ne maîtrisent plus un golem dont ils ont profité, qui eux-mêmes sont de plus en plus mauvais, tout simplement parce que c'est un système gras. Tu vois, les Chinois l'écrivent très bien dans leur théorie politique. Ils disent, nous, on est un État ingénieur. Ce qu'était la France jusqu'à Giscard d'Estaing. Vous êtes des États juristes. Vous êtes des blablateurs et des mecs qui se battent à la tonne de papier. Et résultat, vous êtes devenus des lavettes. Et malheureusement, c'est vrai. C'est vrai. Et là, tu as la dégénérescence de tout ce système-là, c'est-à-dire de ces gens qui, parce qu'ils ont cru qu'ils le valaient bien, se sont dit, l'industrie, les pulls à sueur, on va laisser ça au Niakoué. Ils feront Je vais te raconter un exemple ignoble. On est congrès du Parti Socialiste, je crois que c'est le congrès de La Rochelle. François Hollande, qui est quand même pas un neuneu, intellectuellement. Bon, je ne m'étendrai pas sur la question. Mais il connaît un minimum de choses. Il invite qui? Il invite un économiste dont il ne sait pas qu'il est souverainiste, qui est Jean-Luc Gréau, qui est un des économistes du patronat, mais qu'on pourrait appeler un libéral à l'ancienne. Il lui dit, vous savez, nous on fera de la haute technologie, et puis ils feront des chaussettes. Il le regarde, il dit, mais vous êtes un homme de gauche, vous n'avez pas le droit de dire ça, c'est la dernière forme de racisme autorisée. C'est la dernière forme de racisme qui passe pas sous le coup de la loi. Enfin, je vous rappelle quand même que c'est la gauche qui a fait voter la moitié des lois qui encadrent le racisme d'un point de vue pénal. De dire, l'Asie fera des chaussettes, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Et Hollande ne pige pas, tu vois. Erreur bug 404, tu vois, on regarde les autres socialistes qui pigent pas plus. Et en réalité, là, tu vois ce qu'ils sont. C'est-à-dire que vous avez hérité de pays occidentaux qui allaient bien, à l'exception du problème impérial américain, qui est consubstantiel malheureusement à l'américain,
mais vous avez hérité d'un équilibre institutionnel. Cet équilibre, vous avez décidé de le détruire. Vous avez décidé d'avilir une partie de vos populations pour pouvoir faciliter une domination. Et puis à un moment, les autres, eux, qui ont investi dans leur peuple, sont devenus meilleurs que vous. Et vous ne le supportez Oui, parce pas. que ceux qui fabriquaient des chaussettes, maintenant, ils fabriquent des avions, des fusées Et voilà. et des TGV. Et ça, comment avez-vous pu ne pas le voir ? Et ça, tu vois, c'est vraiment un syndrome post-colo. Tu vois, les vieux étaient très riches en monde. Tu vois, les Malraux, les machins comme ça, c'était des mecs qui étaient passionnés des autres. Jamais ils auraient fait cette erreur-là. La seule chose, c'est que vous croyez que l'Occident, les tables de la loi droits de l'hommiste, tout ça, l'Amérique qui viendra vous sauver, donc tout l'arrière-monde de l'élite française, européenne et autres, vous croyez à toutes ces conneries. Et là, le monde est en train de vous éclater. Et pire que ça, alors là, maintenant, ils sont en roue libre, parce que le monde entier, ils n'arrivent plus à le comprendre, l'État développeur asiatique, ce qui est en train de se passer dans toute l'Asie orientale, dans le sous-continent indien, ils n'ont pas pigé. Le relèvement de la Russie, ils n'ont pas pigé. Ce qui se passe en Afrique, ils ne pigent pas. Ce qui se passe en Amérique latine, ils ne pigent pas. Mais ils avaient au moins un truc. Ils avaient ce que les guignols appelaient je ne sais pas si tu te rappelles, c'était Alain Madelin qui faisait ça. Alain Madelin ne portait pas son nom comme marionnette. Il ne venait qu'avec Sylvestre pour dire du bien de Sylvestre, on l'appelait Manche-Boule. Et c'est le syndrome Manche-Boule. C'est-à-dire, les Américains viendront nous sauver. Tu vois, et ça, si tu veux, c'est le dernier fil intellectuel de toutes. Moi, j'ai été au Parlement européen 5 ans. De toutes les élites eurocratiques. Ça devient dangereux. Les GI viendront nous sauver. Et là, tu vois, c'est du niveau table de Ouija. C'est les GI viendront nous sauver. Et puis un jour, et là aussi, n'importe qui connaît l'histoire des États-Unis t'aurait dit « Méfie-toi de la poussée du populisme du Sud. » C'est une vieille histoire américaine. Et là, le fil se casse. L'Amérique peut ne pas envoyer ses gamins pour en réalité nous faire les pompes et balayer derrière nous. Et c'est pour ça que tu as particulièrement depuis Trump 1, tu as remarqué, qu'ils sont encore plus dingues. Tout simplement parce que le fil psychique qui tenait tout leur arrière-monde, c'est-à-dire on peut faire n'importe quelle connerie, le président des États-Unis, parce que nous aussi on est des Occidentaux, tu vois, on vit l'impérialisme américain par procuration. Qui n'a pas été dans les institutions européennes aura du mal à comprendre ce que je dis. Mais tu sais, je vais dire un truc qui va te choquer. Quand tu es au Parlement européen ou à la Commission, l'homme le moins dangereux, c'est l'OTANien. C'est pourquoi ? Parce que l'OTANien, généralement, il est américain et il est un soldat. Donc il sait qu'une balle, c'est 360 mètres secondes. Et qu'il ne va pas courir plus vite et que personne ne court plus vite. L'eurocrate, il croit arrêter les balles avec les mains. Donc, si tu veux, et malheureusement, c'est là où tu vois que c'est en Europe qu'est née cette maladie moderne, mais alors moderne au sens le plus restreint du terme, de civils qui n'ont aucune culture des armes et qui ne fantasment que de la guerre. Alors ça c'est vrai, c'est terrible parce qu'on le voit ces derniers temps avec le conflit russo-ukrainien. Les plus acharnés à vouloir exacerber le conflit sont ceux qui n'iront jamais sur le front et sont bien... Et puis surtout qui n'ont aucune culture militaire. C'est-à-dire que les mecs, ils te pensent... Je vais te donner un exemple, ils pensent la théorie des armes magiques. Non, quand un front est fini, il est fini. Les armes magiques, ça sert qu'à faire plus de morts. Il n'y a pas d'armes magiques, il n'y en a jamais eu. Tu vois, c'est un truc qui a été inventé par l'Allemagne nazie pour que le front allemand ne se démobilise pas sous les coups des soviétiques. Les armes magiques arriveront, et les mecs y ont cru. Résultat, ils ont huilé les chars de l'armée rouge, qui leur a roulé dessus. Et bien là, c'est tout pareil. C'est-à-dire qu'on fait croire qu'une arme magique ou une technique magique va empêcher l'armée russe de gagner. Là où les armes ont parlé, il fallait faire taire les armes par la diplomatie. On a refusé de le faire. Là où normalement la France a un rôle à jouer. Mais là où tu parlais de l'OTAN juste avant, et je me dis,
au contraire, l'OTAN nous a foutu un peu dans la merde, parce que les conquêtes impériales américaines, sous couvert de démocratie, de lutte contre les terroristes, etc., nous ont précipités au bord à chaque fois de conflits qui impliquaient nous, les vassaux, à devoir... Je ne t'ai jamais dit que l'OTAN était quelque chose de bien. Oui. Je t'ai dit que l'eurocratie est pire. Oui. Parce que l'eurocratie est un... L'eurocratie, tu sais... L'eurocratie, c'est ces gens ignobles qui voient des spectacles de gladiateurs et qui attendent la fin pour aller lécher le sang. Ce qui se faisait à Rome. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que l'eurocrate, quoi qu'il touche, il devient une plaie de surinfection. L'otanien, il sait où s'arrêter, tout simplement parce qu'il connaît la mécanique de la guerre. Il ne croit pas, parce que lui, justement, la souveraineté militaire, il voit ce que c'est. En Irak, ils n'ont pas su comment s'arrêter. Au Vietnam, ils ont attention, voilà, tu confonds oui, l'OTAN et l'armée américaine. L'impérialisme américain strict. Si tu veux, et là encore, je t'ai jamais dit que l'OTAN c'était bien. Je t'ai dit, l'OTAN est plus réaliste. Et tu vois, un mec comme Jacques Beau te dira exactement la même chose que moi. Parce qu'au moins ils sont sur le terrain alors que les autres restent dans les bureaux. Et puis les autres, ils ont une vision idéologique de la guerre, c'est-à-dire que pour eux, ils ont ce qui pour eux est la démocratie, c'est-à-dire le droit des minorités, le référendum non, la gay pride oui, et tous les autres sont en retard et ils doivent leur apporter les lumières de la civilisation. Moi, le problème, c'est que c'est ce que je disais aux eurocrates. En tant que Français, je suis bien placé pour savoir que ce discours-là, nous, on l'a déjà tenu, et nous, le pire, c'est qu'on y a en partie cru. Parce qu'on a apporté la santé, on a apporté des choses qu'on est arrivé. Vous apportez la mort, c'est vrai. Vous apportez la mort, et c'est tout. Et résultat, plus personne peut blairer les Occidentaux à peu près partout. Et c'est pas d'un point de vue essentiel. Oui. Si on arrêtait de faire chier, les gens sont calmes habituellement. Donc, le problème, tu vois, c'est que tu as affaire à des gens qui ont perdu ce que le géopolitologue Philippe Grasset appelle le virtualisme, c'est-à-dire qu'ils ont perdu les pédales. Ils se rendent compte que le monde ne pouvait pas se décider dans un triangle entre Washington, Berlin et Bruxelles, et que ça n'aurait jamais lieu. C'est fini. Et le pire, c'est que c'est le mythe que l'Amérique, particulièrement l'Amérique de manière unitaire, mais particulièrement l'Amérique démocrate, leur a vendu, et eux, ils ont avalé le discours des vassaux. Tu sais ce que sont les Européens ? Ce sont des Germains du barbarum, qui n'ont jamais été des Romains, qui ne le seront jamais, et quand Rome s'effondre, il dit « Non, c'est pas vrai. C'est moi, Rome. » Non. Toi, tu faisais même pas le café. Tu vois, t'es rien dans cette histoire. C'est celui qui attend dans la voiture pendant que les autres font casse. Voilà, et les Européens, tu vois, aujourd'hui, les Européens se battent pour maintenir, en espérant que Vance ne succède pas à Trump. Le problème, c'est qu'ils personnalisent ça. Le problème, c'est que l'Amérique est en train de redéfinir sa puissance. Donald Trump ou pas Donald Trump, J.D. Vance ou pas J.D. Vance. Oui, c'est exactement. Mais que veux-tu ? Tu vois, et il restera quelle place ? Parce que l'autre, là, le général, qui dit qu'il faut aller sacrifier les enfants, qui teste d'ouvrir la fenêtre d'Overton pour qu'on s'habitue à cet état de guerre, bon, bien sûr au bénéfice toujours du complexe militaire-industriel. Non, là pour le coup c'est au bénéfice de Bruxelles et de Berlin qui va pouvoir mettre la main sur le complexe militaire-industriel français qui veut pas en entendre parler. Si tu veux, aujourd'hui il n'y a pas d'homme qui sert mieux la France qu'Éric Trappier, le patron de Dassault. Je te le dis tout de suite. Donc, je veux dire, si on veut que le pays, si la France pouvait être gérée comme Trappier et gère Dassault, toi tu serais rassuré. Je dormirais mieux la nuit. Je dormirais beaucoup mieux la nuit. Parce que là, Trappier, ce qu'il fait, il fait des pieds et des mains pour sauver des brevets français, des emplois français. Alors ça déjà c'est pas mal, parce que vu ces 15 dernières années, combien de brevets et d'entreprises sont partis aux États-Unis ? Alors qu'il pourrait tout à fait tout solder au service de Washington et de Berlin, empocher un chèque et faire comme Patrick Cron à Alstom. Ouais, c'est vrai. Bon, ils l'ont bien contraint. C'est vrai. Petite chatte. Je sais pas, il a fait combien de temps de prison Cron ? Aucun. Ah non, c'est... Tu confonds avec Pierucci. Pierucci, oui. Non, Pierucci, lui. Mais Pierucci, lui, il a rien gagné. Lui, il a gagné que la Zonzon. Et puis, Zonzon américaine... c'est quand même c'est une école de gladiateurs, faut vouloir y aller. Donc, alors certes, il avait un régime particulier, mais je veux dire, lui aussi, il a bien mérité de la patrie. Mais Cron, lui, s'est barré. Et le pire, c'est que nous, on est quand même arrivés
où tu peux avoir en pleine commission parlementaire un ancien ministre, Arnaud Montebourg, qui dit voilà, trahir la France, le prix de la passe, c'est 15 M. Ah ouais. Tu l'as vu celle-là ? Non. Il dit le prix de la passe, c'est 15 millions. Alors c'est moi qui rajoute outre le terme passe, mais c'est ça. Quand il dit la trahison de la France, c'est entre 10 et 15 millions. C'est dire, pas cher la trahison quand même. Un, c'est pas cher, et puis deux, essaye de le faire en Chine, essaye de le faire en Russie, Ouais. essaye de le faire aux États-Unis. Je dis pas que t'empocheras pas ton blé. Je dis que méfie-toi, parce qu'au milieu de l'argent, il peut avoir du plomb. Méfie-toi bien. La notion de trahison déjà a été retirée de la Constitution sous Sarko 2008. Bon, on voit que déjà, il s'enlève un peu les garde-fous qui peuvent... De toute façon, si tu veux, ça c'est pas innocent. La fin de la haute trahison, c'est tout sauf innocent. Enfin, moi, je veux bien que les mecs soient neuneux, mais il y a quand même des limites à tout. Mais le pire, c'est que quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais en réalité ? C'est là où tu vois qu'on a affaire quand même à des mecs qui sont... Enfin, si vous voulez, si tu veux, c'est pas les pingouins qui glissent plus loin sur la banquise. Quand tu fais ça, on est d'accord que le fait de retirer la règle juridique retire tout un ensemble de règles qui, toi, en tant que traître, te garantissaient le statut de justiciable. Nous sommes d'accord jusque-là ? Ouais. D'accord. Bon. Le fait de... Tu vois, par exemple, demain, je ponds une loi, je ponds un texte, tu vois, c'est donner au texte de loi un pouvoir qu'ils n'ont pas. Je vais te donner un exemple. Demain, je fais un texte, j'interdis la grève. Si tu t'arrêtes de bosser, je fais quoi ? Tu vois, la règle sanctionne la réalité. Tu vois, la réalité existe, c'est sanctionné par la règle. Ouais. La règle ne crée pas la réalité. La règle peut orienter une réalité, c'est d'ailleurs comme ça qu'il y a des choses qui sont autorisées et des choses qui ne le sont pas, mais tu ne peux pas, tu vois, si demain je dis j'interdis tout homicide et que quelqu'un se prend un coup de coutelas, le mec meurt, bon, ça reste un homicide, on est d'accord ? Bon, donc, reprenons l'exemple de la haute trahison, toi tu vas pas arrêter de trahir, tu vas juste dire, c'est plus dans la loi, Qu'est-ce qui va empêcher une foule en colère de te prendre et de te pendre ? Parce que Et c'est ça en le risque. retirant, et c'est ça le risque, parce qu'en retirant, Il la radicalise seule chose que tu as retirée, c'est les garanties légales qui te faisaient de toi un justiciable avec des droits crétins. C'est vrai. Tu vois ? C'est pas bête. C'est-à-dire, grosso modo, le seul... Enfin, tu viens de clouer la potence sur laquelle tu seras pendu. Bravo ! C'est fabuleux. Ah oui. C'est, si tu veux, c'est donner au pouvoir... Tu vois, ce juridisme-là, moi, si tu veux, ça me fait beaucoup marrer, parce que moi, j'ai commencé ma carrière en tant que juriste. Donc, je sais à peu près... Je vois ce pli-là que les vieux juristes, les grands juristes n'avaient pas. Tu vois, Maurice Oriot serait là, il éclatait de rire, mais même quelqu'un que j'ai eu le privilège d'avoir comme maître à une époque, Yves Gaudemet, ces mecs-là connaissaient tellement bien le droit qu'ils savaient que le droit ne crée pas la réalité. Aujourd'hui, alors que le droit s'affaisse comme discipline et devient une antenne de fac en réalité une antenne d'école de commerce, comme c'est le cas aux États-Unis, je te ferai dire. C'est le cas. Évidemment, la common law a été entièrement digérée par le pognon. En plus, droit jurisprudentiel, c'était plus facile. Nous, on avait quand même la force des codes. Mais c'est pour ça, par exemple, que la Chine avait choisi le droit romain. Enfin, avait choisi la codification. Or, le problème, c'est que même ça, c'est en train d'être bousillé, entre autres grâce au droit européen. Et le problème, c'est que vous êtes en train, en détruisant, en pensant que vous allez recréer par des avocats, par des juristes, et en réalité par le droit des firmes, c'est ce qu'on appelle de la soft law, les tribunaux administratifs, recréer la réalité. La seule chose, c'est que vous allez recréer des règles de fait, crétin. Vous allez prendre le règne du fait dans la gueule. Bravo, fabuleux. On a créé des dispositifs juridiques pour éviter ça. Ouais, et on y revient. Et vous allez ressusciter la violence avec... Et là, pour le coup, tout le monde y est. Les faux rédacteurs de loi, la fausse doctrine universitaire, parce que malheureusement, la doctrine s'est beaucoup effondrée. Ça s'est vu lors du Covid, où il y a eu à peine 3-4 profs de fac qui ont, je te rappelle, un devoir constitutionnel de parole pour protéger les libertés publiques. Et alors, le must, le corps des magistrats, particulièrement en France, mais qui lui est problématique depuis l'Ancien Régime, donc il n'a jamais cessé de l'être. Mais les gens ne se rendent pas compte que
on est en train de bousiller l'une des plus belles traditions juridiques créées par les hommes, qui est la tradition de droit romain, pour le remplacer vraiment par du soft law, c'est-à-dire par du droit qui est fait entre la Commission européenne et l'European Round Table. Et là, moi je me rappellerai toujours, je parlais avec quelqu'un qui est une fonctionnaire européenne du RN, et qui disait, tu te rends compte, dans les documents de la Commission, pour 500 millions de gens, les décisions elles sont prises à 3-4. Donc le but pour nous, c'est d'être l'un des 3-4. Et là, je la regarde, ça vous fait fantasmer en plus. C'est dramatique. Sinistre. C'est dramatique. Incroyable. C'est dramatique. Et surtout, vous vous rendez pas compte que vous voulez vous débarrasser des populations à titre symbolique. Le problème, c'est quoi notre culture profonde ? Notre culture profonde, c'était que derrière la règle, il y avait un fait sacré pour nous, qui était la légitimité. Et la légitimité, c'est pas uniquement quelque chose qui a trait au devoir, ça a aussi trait à l'efficacité. Une règle pas vécue comme légitime est suivie. Là, le problème, c'est que tu vas multiplier des règles et des ordres injustes, et qu'est-ce qui va se passer ? Les gens vont voter avec leurs pieds. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'opposer à toi, mais ils vont devenir comme des ânes morts, ils vont devenir ce qu'on appelle des réfractaires, et tu vas détruire tes propres ordres juridiques parce que personne ne les suivra. Est-ce que c'est pas ça le but, finalement ? Non, là pour le coup, ils ont cru... Une certaine classe, tu parlais de la classe transnationale au-dessus. On a vu à quel point pendant le Covid, les cabinets de consulting donnaient les éléments de langage, les directives. Est-ce que sur cette classe-là, il n'y a pas une volonté de détruire un par un les endroits qui permettaient à cette société de fonctionner pour la rendre dysfonctionnelle ? Alors, à tous les niveaux. là aussi, si tu veux, je pense qu'on a affaire plus à des effets de système qu'à de l'intentionnalité. Parce que tout simplement, tu vois, dès que tu as plus de 2 personnes dans une pièce, tu as un ensemble complexe. Oui, tu vois, et tu vois, de jeter une bille ou une balle rebondissante. Le meilleur exemple, c'est la balle rebondissante. Tu vois, une société, mettons que ce soit une très grande usine de porcelaine, avec que des trucs de porcelaine partout. Tu balances ton truc. Tu as l'intentionnalité de balancer ta balle rebondissante, très bien. Les rebonds, tu ne les maîtriseras pas, nous sommes d'accord. C'est vrai. Donc, là, c'est pareil. Tu as affaire à des effets de système, c'est-à-dire que parce qu'ils ne veulent plus entendre, ça par contre, c'est la part d'intentionnalité. Nous ne voulons plus entendre parler des États-nations démocratiques. Oui. Bon, on ne veut plus en entendre parler. Démocratique sur le mot, est-ce qu'on l'était vraiment ? Bon. En tout cas, on l'était plus que ce qu'on est là. Oui, si tu veux, là, on l'était plus que ce qu'on est là. Or, le problème, on ne veut plus entendre parler de ça. Tout le reste, ça nous va. Par contre, ce qu'ils ne se sont pas rendus compte, c'est l'effet en 2 générations. L'effet en 2 générations, c'est une tyrannie anomique. C'est-à-dire une dissociété en bas, un pouvoir tyrannique en haut. L'alliance des deux fait certainement la pire menace que toute la pensée politique a attendue pendant 25 siècles. Les anciens voyaient très bien à quelle gueule ça pouvait avoir. Quand tu vois les écrits des anciens, tu te dis c'est pas possible, ça n'a pas été écrit il y a 20 siècles, ça va bien si. Parce que, si tu veux, malheureusement, les hommes n'ont pas énormément changé. Et en bien comme en mal. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as affaire à ce type monstrueux qui est vraiment l'effet du système, le bout de chaîne, comme on dirait en industrie. Tu vois, les chutes, comme on dirait en imprimerie. Et c'est face à ce monstre-là que nous sommes. C'est-à-dire que, est-ce que on va mener ce monstre-là jusqu'au bout, c'est-à-dire par un saut anthropologique qui va faire renoncer nos peuples à l'idée de liberté? Ça, tu sais, Bernanos avait tout vu là-dessus. Tout vu. C'est possible. Mais ça veut dire que les populations baissent la tête. Et ça peut durer... Tu sais, c'est la phrase horrible d'Orwell. La meilleure image de l'avenir, c'est une botte écrasant un visage humain éternellement.
C'est possible. Rien en logique n'interdirait que ça se passe. Rien en logique n'assure que ça va se passer et surtout que ça va se perdurer. Or, le problème, c'est que s'il y a ce saut anthropologique, c'est-à-dire les gens deviennent des purs moi déracinés narcissiques et tant qu'on touche pas à leur petite bulle. Oui, l'individu capitaliste parfait par excellence. Tu vois le consommateur. Tu vois ce que Hume, ce qu'on appelait en psychanalyse un individu humien, tu vois, c'est-à-dire dans un perpétuel présent déraciné. Ouais. Très bien. C'est Oliver Sacks qui a créé cette notion-là, une notion passionnante pour un homme qui ne l'était pas moins. C'est dans l'ouvrage L'homme qui prenait sa femme pour un carton à chapeau. Et qui prenait la tête de sa femme pour un carton à chapeau. Et si tu veux, tu vois, pour ceux qui aiment, c'est le héros du film L'Éveil. Tu sais, avec Robin Williams et Robert De Niro. Or, le problème, c'est que si tu veux, c'est possible qu'on ait cette passation de barrière d'espèces, ce bond en avant ou en arrière, chacun l'appréciera. Ce n'est pas impossible. C'est-à-dire ce que tu décris, c'est le consommateur parfait qui est nécessaire au capitalisme pour son renouveau actuellement. C'est ce qu'Oliver Sacks dit, c'est l'individu humien. C'est-à-dire, tu sais, il y a un film beaucoup plus récent qui s'appelait Memento, sur cette maladie qui fait que tu oublies ta vie par tranche de 15 minutes. Eh bien, grosso modo, c'est ça, un individu humien. D'accord. Eh bien, tu vois... Il y a un peu là-dedans. Avec les réseaux sociaux. On y arrive de plus en plus. Or, peut-être que ça va être un bond de barrière d'espèces. Je ne sais pas. Ça, si tu veux, ça dépasse... il faut une réflexion collective pour affronter des trucs comme ça. Tu vois, un homme seul, même ayant travaillé, ne peut pas trancher, n'en a pas légitimité, justement. Quelle place ça nous laisse, nous, en tant qu'individus qui voyons plus loin que 15 minutes et qui voulons un peu recréer un espace souverain pour la France, mais ne serait-ce que pour notre propre survie dans cet échiquier. Mais justement, tu l'as très bien dit. Parce que c'est un système et là encore, un système qui n'est pas pensé comme tel, c'est un système induit. Le problème, c'est que ce système induit est non viable, pour une raison qui est très simple. À un moment, il y a un juge de paix dans l'espèce humaine. C'est tout régime, toute idée, tout système économique, tout ce que tu veux, est évalué sur sa possibilité ou sa non-possibilité de transmettre, d'embellir et de protéger la vie. Ça, c'est le juge de paix de l'espèce humaine, c'est ça. Nous avons déjà eu des groupes de dingues, des gnostiques, des machins, etc., qui ont détruit la vie. Bon, moralité, ils ont tous un point commun, ils ont plus mal aux dents. Or, nous avons déjà eu des idéocraties complètement dingues. Je suis un petit-fils de déporté, je peux t'en parler. Donc, tous ces régimes-là sont tombés. Or, nous avons des gens qui, si tu veux, ont habillé une domination d'une idéocratie qui, aujourd'hui, sont face donc aux chutes, aux conséquences de leur choix et de leur système. Très bien. Et la seule chose qu'ils ne veulent pas, c'est devoir lâcher le manche. Et c'est là où le nœud va se faire. Parce qu'à un moment, tu vas avoir des gens qui vont vouloir à la fois eux survivre, mais que leurs enfants survivent. Et c'est là où il y aura frontal. Et donc, ce qui me fait peur, et là, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une crise populiste. C'est quoi une crise populiste ? Mon regretté maître Alexandre Dornat l'expliquait bien. L'acte de trop dans une crise populiste, c'est toujours la classe dominante qui le fait. Pourquoi ? Pas parce qu'elle est moralement plus injustifiable, c'est pas du tout ces questions-là. C'est que la population ne veut pas entrer en révolte parce que c'est elle qui paye les pots cassés. Et que si tu la contrains à la révolte, c'est tes actes à toi qui comptent. Ils n'entrent pas à la révolte pour le plaisir, ils ne se font pas couper les mains pour le plaisir, ils ne se font pas crever les yeux pour le plaisir. C'est du dernier recours. C'est du dernier recours. Ouais. Et c'est toi qui les as mis dans le dernier recours. Et c'est pour ça que toute crise populiste
Une crise populiste, c'est pas une bulle financière. Une bulle financière, quand elle est lancée, doctrinalement, on ne sait pas comment l'arrêter. Une crise populiste, on sait. Oui. On sait. Là, tu vois, tu veux sortir la France de la merde ? Tu fais une liste de référendums. Pas compliqué. Les gens vont réapprendre à se parler, les gens vont plus sauter à la gueule, les gens vont régler par une décision souveraine. Le problème, c'est que la dernière fois que tu as fait ça, tu l'as annulé. Oui, c'est vrai. Eh ben, t'as sapé le contrat implicite de légitimité. Bravo Jeannot. Bravo. Résultat, merci Sarko. C'est Sarko qui fait débuter la crise populiste terminale. C'est pour ça que tous ceux qui suivront, tous ceux qui s'asserront sur le trône, soit ils rappellent le peuple et on essaye de recoller ce qui peut l'être, soit ça va pourrir. Merci le nain Magyar. Toi, première chose à faire, tu penses, c'est tout de suite remettre le référendum de 2005 d'actualité et redonner au peuple sa voix. Si tu veux, tu as des tas de possibilités juridiques. André Bonnet, grand magistrat et grand juriste, l'a magnifiquement traité dans un ouvrage publié aux courageuses éditions de l'Artilleur il y a ça quelques mois. Déjà, la liquidation du référendum par les chambres est certainement illégale. Et elle est illégale pourquoi ? Tout simplement pour un fait évident de délégants et de délégataires. Quand le peuple parle directement, des représentants n'ont pas à passer derrière. Je vais te donner ton exemple. Toi, tu te fais représenter par un avocat n'a pas à se substituer à ta volonté. Il doit obéir à ta volonté quand il te représente. On est d'accord ? Même chose pour un notaire, etc. Sinon, le mec, il est radié. Mais dans la Constitution, c'est bien prévu qu'ils peuvent outrepasser les décisions des votes du référendum. Non. Par voie parlementaire. Non. Je l'ai vu avec Étienne Chouard il y a quelques temps. Non. Tu as... Attention. Ce qui compte, le problème de la Constitution de la Ve République, c'est l'un d'ailleurs des seuls vrais problèmes qu'elle ait, c'est qu'elle a maintenu, c'est qu'elle a des règles implicites, parce qu'à un moment, tu ne peux pas faire une constitution de 40 pieds de long, et à un moment, tu dois avoir un minimum d'éthos et croire que les gens sont capables de bien se comporter, parce que sinon... tu fais un truc qui est quasiment coranique, hein, c'est-à-dire c'est du berceau au tombeau. Donc, et deuxièmement, le problème, c'est que les chambres ont une procédure de réforme constitutionnelle, mais elles ne peuvent pas annuler une décision populaire. Elles ont un mode de changement de la Constitution. Le problème, c'est que c'est un mode délégué. On est d'accord que le pouvoir constituant n'est qu'emprunté par les chambres. Le pouvoir constituant, c'est au terme de la Ve République, qui est le souverain en France ? Le peuple. C'est aussi simple que ça. Il n'est pas beaucoup représenté dans le problème, c'est que là, les représentants, un gouvernement a le droit de modifier la Constitution en passant par eux. Oui. Tout simplement parce que parfois, tu as des affaires de point-virgule dans une constitution. Donc, si tu veux. Vite. Or, le problème, c'est que si tu veux, de faire venir au référendum tout le monde, moi, je veux bien. Mais si tu veux, moi, je suis un partisan du RIC. Je dis juste que le RIC, c'est aussi une culture. Les Suisses, ils votent au moins 4 fois par an. Les Français, tu les fais voter 4 à 8 fois par an. Je veux voir le taux de participation. J'espère qu'il se maintiendra. Mais s'il ne se maintient pas, on fait quoi ? Encore faut-il qu'il n'y ait pas de fraude. Hein. En Suisse, il y a pas... Mais bon. Je suis d'accord avec toi. Mais admettons, faut aussi, tu sais, à un moment, on ne peut pas tout demander à une institution. L'institution ne peut pas changer le cœur des hommes chargés de la garder. D'accord ? Si tu veux, tu ne peux pas, là encore, c'est donner aux règles de droit un pouvoir qu'elles n'ont pas. Si tu veux, rien ne résiste aux petits mecs. Rien. Ils sont un acide civilisationnel. Alors je sais, quand on les regarde, on se dit pas, mais tu sais, le petit mec, d'un point de vue darwinien, est redoutable. Il est méchant, il est organisé et il est nombreux. Et donc ça fait beaucoup de qualités d'un point de vue darwinien. Oui. Or, tu vois, ce n'est pas parce que c'est des pauvres types
Qu'il ne faut pas s'en méfier. Il ne faut pas s'en méfier parce qu'une civilisation peut crever de ces mecs. C'est vrai, mais c'est là où un choix va te dire on va mettre du tirage au sort et on enlève ces problèmes de l'équation. Bon, alors, si tu veux, le tirage au sort, moi, j'ai rien contre. Moi, j'ai absolument rien contre. Tu peux pas le faire à tous les étages. C'est une vraie discussion. Tu peux pas le faire à tous les étages. Déjà, tu peux pas le faire à tous les étages, déjà parce qu'il n'a jamais été fait à tous les étages. Ça c'est vrai. Je te rappelle qu'à Athènes, tu as une fonction qui n'est pas tirée au sort, c'est la fonction la plus importante, c'est le stratège. D'accord. C'est lui qui est chargé donc de voir loin. C'est ça un stratège. Hein. Okay. Donc si tu veux, il n'est pas tiré au sort. Okay. Donc si tu veux, le problème, en plus, on est face, il faut bien s'en rendre compte, les systèmes de tirage au sort s'équilibrent parce que souvent, les gens qui sont tirés au sort sont tirés sur des listes de gens qui ont le temps, les compétences et les moyens de vivre sans. Et oui, si tu veux. On peut prévoir un cadre. On peut prévoir un cadre. Moi, je n'ai absolument rien contre le fait d'injecter du tirage au sort particulièrement. Pour éviter ces petits mecs dont tu parles. D'ailleurs, c'était tout à fait... C'était tout à fait dans l'esprit du référendum de 69. Parce qu'en réalité, De Gaulle voulait liquider le Sénat, non pas comme chambre haute. Si tu veux, le bicaméralisme ne me gêne pas. Mais comme problème démocratique. C'est-à-dire que le Sénat devait devenir à la fois une chambre des métiers et une chambre des territoires. Le problème, c'est qu'en devenant une chambre des métiers, il était raccordé au grand projet de modulation du capitalisme qui était la participation, dont le patronat n'a pas voulu. C'est la grande guerre du patronat, la grande guerre du patronat après 1945, elle se fait contre De Gaulle, elle se fait pas contre le PCF. Le PCF, après Budapest, il est out. Ouais. Donc, l'homme le plus puissant du capitalisme français, qui est Ambroise Roux, son ennemi intime, c'est De Gaulle, c'est pas le Parti communiste. Ouais. Et faut lire là-dessus Bergeron, l'ancien patron de FO, qui à la fin d'ailleurs ne parlait plus qu'à de la presse d'extrême droite parce qu'il pouvait enfin dégueuler sur les prolos après s'être retenu toute sa vie comme un bon acteur. Tu vois, dans le choc du mois par exemple, c'était intéressant. Il a vu cette phrase atroce, ne me saoulez pas avec la dignité des pauvres. Et le patron de FO. Hein. Quand même. Et si tu veux, tous ces gens-là ne voulaient pas de ce projet qui était trop avant-gardiste, mais en réalité qui n'était pas avant-gardiste. C'est-à-dire que De Gaulle voulait acclimater, si tu veux, la légitimité et la démocratie dans des sphères que celle-ci n'avait pas encore touchées. Parce que le grand débat de la participation, c'est l'équilibre entre la démocratie sociale et la démocratie politique. Bon. Donc aujourd'hui, c'est des débats qu'on a totalement enterrés parce que aujourd'hui, on veut que les populations se tiennent tranquilles. C'est la fameuse ingouvernementabilité qui a vraiment pris dans toutes les élites occidentales à partir des années 70 comme un feu de brousse, alors que, si tu veux, ce qui était ingouvernable dans les années 70, c'était quoi ? C'était les petits gauchistes à la con qui sont devenus des traders en 1980. C'est-à-dire, en réalité, c'est quasiment un problème oedipien. Parce que je te ferai dire que les petits gauchistes à la con, par rapport aux élites en place, c'est quoi le rapport ? C'est que souvent, c'est leur mioche. Je te rappelle qu'il y a 3 mai 68, le mai 68 ouvrier dont tout le monde se fout, la plus grande grève depuis la guerre, le mai 68 paysan qui est vivre et travailler au pays dont tout le monde se cogne. On parle que celui des étudiants. Et on parle que de celui des étudiants, c'est-à-dire qui sont devenus... comme Bendit et compagnie. Qui sont devenus Danny Braguette Magique. Bon, super, merci les mecs. Or, le souci, c'est qu'en réalité, cette classe autocentrée, onaniste, en réalité, c'est elle qui est ingouvernable. Ingouvernable parce que c'est la seule de toutes les générations depuis que nous avons un système historique capable d'écrire l'histoire des générations, donc pour nous 25 siècles, c'est la première génération qui dit merde à tout l'héritage antérieur et qui, 1, dit merde, 2, le privatise pour elle, 3, n'y rajoute rien. Et qui fait hériter de et quoi ? Des cendres et des ruines. Merci les mecs. C'est ça l'ingouvernementabilité. Regarde les populations qui ont suivi, regarde nous aujourd'hui, on est ingouvernable.
Certainement pas. On demande juste à une élite de faire son travail d'élite, c'est-à-dire un truc minimum, c'est-à-dire de faire les choses à peu près correctement. Et de respecter ses propres règles, et même, je dirais, de récupérer la souveraineté qu'on a oubliée, parce que c'est un point que je voulais voir avant de terminer cet entretien. On n'aura sûrement pas le temps de faire le tour de la question, mais tu es l'un des seuls intellectuels à avoir parlé de cette loi. Tu as écrit un ouvrage là-dessus, Enquête sur la loi du 3 janvier 73. On est quelques années après mai 68, évidemment. Et en fait, on retire à la France sa capacité à frapper monnaie. Et c'est ça que je voulais voir avec toi. Est-ce qu'à partir de là, on peut véritablement être un pays souverain? Est-ce qu'un pays peut œuvrer politiquement? C'est deux questions différentes. C'est-à-dire que, en réalité, beaucoup plus que la loi de 73, ce dont il faut parler, c'est du processus de 73. C'est-à-dire que tu as tout un processus, ça se voit d'ailleurs dans le rapport Marjolin-Sadrin-Wamser, qui est le rapport sur le nouveau statut de la Banque de France, parce qu'en réalité, on veut faire évoluer le triptyque institutionnel qui est celui du CNR. Le triptyque institutionnel, il est très simple. Banque de France, plan, Banque de France, plan, et si tu veux, et les deux se raccordent à quoi? À l'industrie, au ministère de l'Industrie. Donc, ça semble cohérent. C'est un ensemble qui est totalement cohérent avec lui-même. C'est-à-dire qu'on spécialise l'épargne, on oriente l'épargne, et les bas de laine de nos grands-parents, c'était ça. Donc, si tu veux, c'était un système totalement cohérent avec lui-même. C'est ce qu'on appelle le French New Deal. Si tu veux, c'est bien connu en doctrine maintenant. Et on a décidé que non. Ils ont décidé, et pour des raisons... Non, là encore. On l'a résumé comme ça, je caricature. C'est justement parce qu'on l'a résumé comme ça que le débat est étouffé. Parce qu'en réalité, pourquoi on a dit Rothschild? Je vais te le dire. Parce que Pompidou était directeur du personnel, non pas Rothschild la Grande, mais à Rothschild la Petite. À la compagnie financière Edmond Rothschild. Donc, si tu veux, et en réalité, on a pris ça par rapport à l'Humanité. Parce qu'à chaque fois que tu vois, Pompidou se mouchait, tu avais un article dans l'Humanité, le directeur chez Rothschild s'est mouché. Or, si tu veux, Pompidou, je veux dire, moi j'ai accepté d'enquêter là-dessus pour régler mes comptes avec le président Pompidou, parce que comme tout gaulliste orthodoxe, je lui en veux beaucoup. Et je vais te dire une chose, je suis suffisamment historien pour dire que si le processus a été délétère, c'était invisible dans ses conséquences à l'époque. 2, Pompidou n'y est pour rien. Si tu veux, s'il y a des gens qui sont responsables de ça, c'est Giscard, avant toute chose. Et dans l'ombre, tu as un homme qui est bien connu, qui est Jean Monnet. Pour une raison qui est simple, c'est que pour pouvoir faire l'Europe, il faut détruire le système du CNR. Coûte que coûte. Et en réalité, si tu veux, et pour ça, il faut aller vers... d'abord l'autonomie des banques centrales, puis ensuite la neutralisation des banques centrales, pour pouvoir ensuite faire la monnaie soit unique, soit commune, c'est-à-dire aujourd'hui l'euro, monnaie commune, parce que l'euro est une monnaie commune, c'est pas une monnaie unique. Une monnaie unique, ça n'a qu'un seul centre d'émission. La Banque de France existe encore, la Banque d'Italie existe encore. Or, le problème, c'est que tu as en réalité un circuit de X monnaie euro échangeable à 1 pour 1, à travers ce qu'on appelle un PEG, simplement. C'est-à-dire que, si tu veux, jusqu'au beau jour où les marchés décideront qu'un euro allemand et un euro italien, ça ne vaut pas la même chose. Mais ils nous rendront un fier service ce jour-là. Mais ils le feront pour leurs intérêts. Faut pas, si tu veux, faut pas demander un cœur à des gens qui n'en ont pas. Mais tu vois, le problème, c'est que moi, je les ai interrogés, ces mecs-là, je les ai retrouvés pour ceux qui étaient encore en vie. Et ils m'ont tous dit la même chose. J'aurais dit, est-ce que le système du CNR a été dysfonctionnel? Ils m'ont dit non. Mais ils demandaient trop de nous. C'est-à-dire que, tu sais, le grand problème, pour différentes raisons, de l'après-guerre, c'est l'accès au cash. C'est la création de toute une élite financière qui vient de ce qu'on appelle le phénomène des eurodollars. Les eurodollars, c'est simple. Un eurodollar, c'est un dollar qui circule à l'extérieur du territoire américain. Ce que tu appelles la grande finance aujourd'hui, ce n'est rien de plus que le système des eurodollars. Et donc pour les boîtes, pour les États, va se poser la question avec tout cet argent flottant qui va circuler d'abord à travers les confettis de l'Empire britannique, les fameux paradis fiscaux d'aujourd'hui.
tout ce monde de pognon, ça va poser la question de l'accès au cash. Or, tu as toute une communauté financière qui voit ces flots de cash et qui dit il y a bon. On en a marre de l'État gaulien qui nous met dans... même du libéralisme autoritaire à la Michel Debré, parce que Michel Debré, il autorise 3 opérations de bourse, il leur fout la COB, la commission des opérations de bourse, la redoutable COB des années 60, dans la gueule. Donc, si tu veux, c'est tous ces gens-là qui disent non, on veut jouir, nous, on veut du cash. Il y a du cash partout, il y a bon pour moi. Tu sais, la fameuse phrase de Coluche, quand il y en a pour 2, il y en a pour moi. Et en réalité, tout est parti de ça. C'est-à-dire que ces gens ont foutu en l'air un monde parce que c'est des petits jouisseurs, parce qu'ils se sont... N'oublie pas que c'est la même génération qui fait Woodstock et qui fait Gecko dans Wall Street, c'est la même génération. C'est-à-dire que, si tu veux, ils ont voulu contraindre par le pognon. Et en réalité, la symbolique de la Banque centrale, c'est ça. La Banque centrale, c'est une frontière entre l'État et l'argent. C'est-à-dire, selon l'orientation du checkpoint et du poste frontière, tu vois si la démocratie est possible ou pas. C'est-à-dire, soit la Banque centrale du côté des populations, soit elle est du côté du pognon. Aujourd'hui, elle est du côté du pognon. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de là, c'est le point de départ de la dette française ? C'est pas son point de départ. De l'explosion. Elle va changer de forme. On voit la dette française jusqu'en années 70, ça stagne, c'est équilibré. À partir de 74, ça explose. Ça explose. Pourquoi ? Ça explose parce que, tout simplement, tu vas avoir la dette trahit des choix économiques. Et le choix que la dette française trahit, c'est la désindustrialisation, c'est le renoncement à l'industrie. Déjà. Or, et donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire du traitement social du chômage, et ce traitement social du chômage, tu vas le payer comment ? À crédit. Oui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Or, le problème, c'est que tu vas penser, la société post-industrielle, toutes ces conneries, tu vas le faire payer par la dette, mais t'en fais pas, les autres pays vont faire payer autre chose. Tu prends l'immense dette japonaise, elle trahit quoi ? Elle trahit le fait qu'il n'y a plus de petits japonais, tout simplement. Oui, un problème démographique, ouais. Donc, si tu veux, tu prends des pays avec des dettes gigantesques, tu vois la Grande-Bretagne, désindustrialisation comme les États-Unis. Tu vois, les États-Unis, pris de l'impérialisme avant tout, et de la désindustrialisation. Et donc, la dette va faire transparaître. Pourquoi ? Parce que tu es passé d'un triptyque institutionnel qui était, je dirais pas exactement le même, mais qui était des choses comparables et qui ont géré sans dette excessive, mais des trucs gigantesques. Enfin, je rappelle quand même que c'est la société de l'après-guerre qui gère l'exode rural français. C'est pas rien. Qui gère tout l'équipement. Enfin, on se rend pas compte de ce que c'est. C'est gigantesque, la France d'après-guerre. Or, et on a payé ça rien qu'avec les impôts, mais tu vas faire croire ça à qui ? Or, tout ça est ridicule. Et le problème, c'est que on a renoncé à ces pouvoirs-là. On a renoncé à toutes ces créations qui étaient faites, le fait de hauts fonctionnaires exceptionnels, des blocs Lenné, des gens comme ça, pour avoir des logiques tout simplement pour pouvoir faire grossir notre propre monde financier. Donc l'État devient client des banques, et là ça te crée des banques hypertrophiées, justement pour ces problèmes d'accès au cash. Et résultat, qu'elle en plus emprunte à la BCE à taux préférentiel et qui le revendent à 2-3 fois le prix. Et après après ça devient des trucs de margoulin, tout simplement, parce que ça c'est rien que du truc de margoulin. Un arnaque. Et tu parlais des joueurs de Bonto tout à l'heure. C'est du Bonto. Ouais, c'est ça. Du Bonto. Or, le problème... Alors, je comprends, tu as des gens qui sont libertariens et autres qui disent tant qu'à faire, il fallait pas de banque centrale du tout. Oui, d'accord, ok. Moi, j'ai le même problème avec ces gens-là qu'avec les paléoconservateurs américains. Mon ami Paul Gottfried, qui est un des chefs des paléoconservateurs américains, un jour, je lui ai dit, Paul, toi, tu aimes la société des années 60. 1860. Et il me dit, bah oui, mais au moins, c'était l'Amérique. Voilà, on ne désapprend pas une arme, on ne désapprend pas, tu vois. Ce n'est pas parce qu'on a des armes, tu vois, ce n'est pas parce qu'on a des armes atomiques qu'on a arrêté de se tirer dessus au pistolet. On ne désapprend pas un système d'armes, on ne désapprend pas une institution économique. Les banques centrales existent, elles existeront. Point. Et d'ailleurs, dans le cas de la France,
la naissance de la Banque de France, moi, me pose pas de problème. Si on veut être réellement soupçonneux, il y a d'autres banques centrales qui sont nées de manière plus compliquée. Mais mais c'est un moment, un deal une frontière entre l'État et l'argent. Selon l'orientation du checkpoint, tu as la démocratie ou tu l'as pas. Et aujourd'hui, tu l'as plus. Est-ce que justement, pour récupérer la souveraineté, c'est un des premiers points à régler? De toute façon, la Banque de France, la monnaie. Tu n'as pas un État, une identité économique, une monnaie. Quel que soit après ce qu'on pense de la monnaie, c'est-à-dire est-ce qu'il faut l'utiliser comme instrument de pouvoir, est-ce qu'il faut la monnaie souveraine, est-ce que la monnaie c'est un voile, tu vois là pour le coup, tu vois c'est le seul point où on est tous d'accord, que ce soit des gens comme Jacques Sapir, des gens comme Charles Gave, etc., qui objectivement sont en désaccord sur beaucoup de choses, mais on est tous d'accord. Tu vois, cette incarnation de la liberté politique, elle a 4 visages. Les 4 visages de la souveraineté, c'est lever l'impôt, battre monnaie, décider de la paix et de la guerre, rendre justice. Ouais. Point. Tout le reste, c'est de la littérature. Ouais. Donc on est content, on n'est pas content, c'est le même tarif. Il nous en reste pas beaucoup sur ces 4. Hein. Bon, la monnaie c'est parti, la guerre on a... Non, enfin, il nous reste un impôt qui n'est pas un impôt, vu que la libre circulation des capitaux fait que ceux qui... oui, Nicolas paie trop d'impôts, ça c'est pas un problème. Oui, mais pourquoi Nicolas paie trop d'impôts? Parce qu'il paie tous ceux qui se barrent. Non, mais surtout tous ceux qui jouent contre leur propre pays par des structures financières. Oui. Et en réalité, la plupart des grands groupes négocient leurs impôts à quoi? Entre 5 et 8%. C'est incroyable ça. Tu vois, mais oui, incroyable. Mais si tu veux, la libre circulation des capitaux, la TPE, PME, lambda, nous ici, tous les médias indépendants, tous les gens qui ont des petits commerces de bouche ou autres payent 25-30%. Eux négocient. Bah bien sûr, eux négocient. Bon. Et puis attends, c'est pas fini. C'est qu'après, t'as la gauche qui arrive avec une idée à la con, type taxe Zuckman. Toi, pour toi, c'est une connerie, ça. Mais c'est une connerie, pourquoi? Parce que t'as accepté... Enfin, tu sais, Léon Bloy, le grand écrivain catholique, disait « Quand t'as chié dans ton froc, tu peux pisser dedans ». Et ben, les gauches occidentales, face au pognon, elles sont dans cet état-là. C'est-à-dire, bon, on a tout avalé. La libre circulation des capitaux, on a la fin du protectionnisme, on a tout avalé. Bon, je peux te demander 2%... C'est une petite miette, en fait, pour toi. Je peux te demander 2% de ton patrimoine. Et là, tu retournes au paternalisme de gauche chrétien du 19e siècle. L'aumône pour un pauvre. Or, un point, le patrimoine est difficilement taxable en lui-même. À la rigueur, ce qu'il faudrait taxer, c'est les revenus que ce patrimoine donne. Mais c'est une idée débile parce que tu as tout avalé. Ouais, je comprends ce que tu veux. Et donc, tu viens On vient pour les petites miettes. En fait, on vient se contenter de miettes, quoi, parce qu'on n'a plus rien. Bah, de toute façon, si tu veux, d'ailleurs, la réponse... Et même la miette, ils nous la donnent pas. Mais non, mais ils vous la donneront pas. C'est ça. La réponse... Rappelle-toi, Jacques Attali, ce très sympathique vendeur de prêt-à-porter, qui avait dit « Les résignés réclamants demandent les miettes d'une richesse qui ne leur appartient pas ». C'est malheureusement bien dit. Voilà, donc si tu veux, bah oui. Cyniquement bien dit. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, ils veulent savoir où est la deuxième jambe du pantalon. Mais donc. Oui, c'est vrai l'histoire du pantalon. Mais tu vois, le problème c'est que cette richesse est à qui au fait? Parce que c'est quand même leur travail à la base. Parce qu'à un moment, tu vois, c'est ça la vraie obscénité de ce système. Ouais. Et à la fin, t'arrives face à des gens qui t'ont vaincu et au lieu de leur faire face, t'arrives en quémandant, et ben tout simplement, ils vont te mollarder dans les mains, ça te fera du gel hydroalcoolique. Ils ont réussi, ils pourraient peut-être nous faire croire ça un jour, mais ils ont réussi à nous faire croire que le pays est pauvre, alors que le pays n'a jamais été aussi riche. Bien mais sûr. Par contre, on a réussi à construire cette pauvreté. Comment, tu vois, ça c'est... Et c'est ce qui me différencie, en tout cas, en termes d'angle. Moi, si tu veux, il n'y a aucun problème sur la libre entreprise, sur la liberté d'accès au marché, parce que pour moi, le problème de ce que Charles Gave appelle très intelligemment le capitalisme de connivence, c'est que ça rend le ticket pour entrer dans un marché trop élevé pour des petites boîtes. Donc tout ça, je suis d'accord, c'est pas un problème. Moi, je ne peux... Il y a 2 choses qui me différencient de toute une partie de la droite. 1, je ne pense pas que...
que les inégalités sont un non-problème, parce qu'à la fin, elles deviennent, et ce faisant, uniquement capitalistes. L'un des premiers hommes qui a souligné que les inégalités étaient dysfonctionnelles, c'est Henry Ford. Henry Ford, c'est pas Staline. Oui, parce que si plus personne consomme, il se passe quoi ? Non, et puis surtout, il le disait lui-même. Moi, dans mon usine, il y a un rapport de 1 à 12, en termes de salaire entre moi et mes ouvriers. On en est loin aujourd'hui. Il serait illogique, injuste, mais surtout dysfonctionnel que ça aille plus loin. Or, parce que sinon, tu vas dire à des gens que leur vie vaut 1/100, 1/1000, 1/10 000 et après, tu vas essayer de maintenir un corps social que tu as traumatisé par cette idée-là, tu vas essayer de maintenir ce corps social unitaire. Oui. Non, tu vas ressusciter la guerre civile, t'es con comme un balai. Tu vois, et tu te rends pas compte qu'à la fin, il va t'arriver ce qui est arrivé, tu sais, aux États-Unis, quand ce gamin là, italo-américain a flingué et est devenu un héros, Luigi, je sais pas quoi. Ah oui. Mais c'est ça. Tu as traumatisé, tu as violenté un corps social. Au point qu'on justifie l'injustifiable. Et tu as pris le ricochet de la balle que tu as tirée toi-même. C'est triste. Je dis pas que c'est pas triste. Je dis que il a pas tiré sur une petite mère des pauvres. À un moment, faut arrêter. Tu vois, donc à un moment, soit vous voulez qu'on garde des sociétés, soit vous pensez qu'il faut être dans une démarche sécessionniste parce qu'on en a les moyens. Mais si on fait ce monde-là, on va tous faire sécession les uns des autres. Et ça, c'est Thomas Hobbes nous avait prévenu. C'est ce qu'on appelle la guerre de tous contre tous. Il utilisait la phrase du dramaturge Plaute. L'homme est un loup pour l'homme, c'est ça que ça veut dire. Donc, il n'y a pas de souci. On aura tous perdu. Sauf la classe transnationale qui est apatride. Ouais, mais attention, tu peux être apatride, t'es pas bulletproof. Tu vois ce que je veux dire, si tu veux. Faut se méfier avec la violence, parce que la violence, tu peux l'insuffler dans un corps social, mais attention, tous les pompiers te diront que qui dit feu, dit retour de flamme. Et c'est ça le risque, et moi ça vient ma dernière question rapidement, mais sur ces 2 années qui nous restent jusqu'à l'échéance ultime, on parle de 2027 évidemment, puisqu'on a l'impression que c'est toujours un moment où les gens se repolitisent et que tout est possible. Qu'est-ce qui nous reste sur ces 2 années, si tant est que Macron il est très dangereux. Reste au pouvoir? Il est très très dangereux, parce que lui il va vouloir, si tu veux, comme toute une... Et qui ne nous provoque pas une guerre pour rester. Alors, ça, si tu veux, c'est pas ça son but. Son but, c'est que la France accepte de disparaître dans l'Euro-Reich. C'est ça le but. Or, l'un des derniers morceaux solides qu'il ne peut pas européaniser, c'est l'armée, parce que l'armée est rétive. Or, il veut utiliser la peur du pop-off pour pouvoir contenter, avant tout, Bruxelles et Berlin. Donc, ça veut dire la fin de notre arme atomique, ça veut dire la fin de notre siège à l'ONU. C'est les 2 trucs qu'il va essayer de liquider dans les 2 ans. Parce que il veut aussi que... Alors ensuite, quel projet a-t-il personnellement? C'est très difficile avec quelqu'un d'aussi désaxé, mais je ne suis pas certain qu'il n'a pas d'espérance sur un retour d'ascenseur de ses maîtres. Parce que c'est eux qui orientent un peu la manœuvre. La presse allemande dit que l'Allemagne aimerait bien qu'il succède à Ursula, parce que, si tu veux, ça ferait ce serait une Allemande qui part, un germano-servile qui arrive. Donc on se leur taperait au Conseil européen, à la Commission européenne. Oui, voilà. Mais de toute façon, dans tous les autres cénacles du mondialisme mourant, personne n'en veut. Et d'un côté... Ça se comprend. Si tu veux... Je vais pas leur jeter la pierre, moi aussi j'en veux plus. Et pendant ce temps-là, tu penses qu'avec ces inégalités qui s'accroissent, la violence peut continuer à rester circonscrite comme elle est aujourd'hui? Plus très longtemps. Parce que les Gilets jaunes se sont arrêtés à la faveur du Covid? Très longtemps. Le problème, c'est que les Gilets jaunes ont canalisé leur violence. Là, le corps social est encore tuméfié par la violence de la réaction. Par contre, il y a des idées qui font leur chemin. C'est-à-dire que beaucoup de gens, je pense anciennement Gilets jaunes, comprennent que les Gilets jaunes, c'était une demande de légitimité. C'était un appel à la justice et à l'État. D'accord ? Je pense que beaucoup de Gilets jaunes et d'anciens Gilets jaunes ont fait le deuil de l'absence de violence politique. Je suis le premier à le regretter. Mais vu comment on les a traités,
s'ils y réfléchissaient pas, ce serait presque du masochisme. Merci infiniment, Pierre-Yves, pour ton analyse, pour cette expérience partagée, en espérant que effectivement de grandes choses attendent le peuple français dans son retour à la souveraineté et à sa reprise d'autonomie, parce que effectivement, De toute façon, c'est ce que je dis aux plus jeunes. Vous savez, voilà. Et puis, alors vous savez, moi, le problème, c'est que je suis un préposé à l'espoir. J'ai 3 enfants. Donc, pas le choix. J'ai pas le choix. Donc, mais si, une fois cette passe sombre passée, vous mettez votre vie dans la voie de la reconstruction de ce pays, votre vie est faite. Vous avez 30 ans de boulot devant vous. Oui. Donc, votre vie est faite. Ça va être une aventure très excitante. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a comme tout est à refaire, tout est à raccorder, tout est à moderniser. Sincèrement. C'est vrai. Là, on va sortir de la morlante, de la grenouille dans la casserole. On va enfin sortir du chiracisme, quoi. Ouais. Voilà, enfin. Ça donne de l'espoir. On va rester sur cette note. En tout cas, on peut te retrouver, je le rappelais en début d'entretien, le 13 décembre prochain au Salon littéraire Indépendance. Tu peux redonner l'adresse pour ceux qui voudraient. Rue Croix des Petits Champs, de midi à 20h. À Paris. Voilà. On sera là aussi à Nexus pour donner aussi la parole à tous ces intellectuels indépendants, libres évidemment, qui n'ont pas évidemment accès aux grands médias. Mais les médias indépendants sont là et évidemment, en parlant de liberté de l'information, vous pouvez nous retrouver en kiosque pour le dernier numéro et sur nexus.fr. Et le 19 décembre, quelques jours après le salon littéraire, on sera au théâtre de la Tour Eiffel pour partager un moment d'espoir et de liberté. J'espère en t'accompagner aussi, cher Pierre-Yves. En tout cas, décider bientôt, mais je suis le bienvenu. Y être. Merci encore d'être venu jusqu'à nous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.